Omicron et les tensions Russie-Ukraine ont dominé le sommet européen d'hier, mais sur le virus, pas de position commune sur les restrictions de voyage. Accélérer la vaccination, mieux se coordonner, pas facile pour les 27 pays membres de l'Union européenne qui sont déstabilisés par la progression du variant Omicron. Frontex en mission de surveillance sur les côtes françaises et au-dessus de la Manche, la Grande-Bretagne reste un pôle d'attraction pour les exilés. Le variant Omicron et l'éventuelle attaque russe contre l'Ukraine ont dominé le sommet européen d'hier. Dans l'Union européenne, seuls 67% de la population est pleinement vaccinée. Certains pays ont imposé déjà des restrictions frontalières pour contenir Omicron, mais cela ne fait pas l'unanimité. De même, les 27 ne sont pas unis autour de la nécessité d'imposer des tests pour rentrer dans un autre pays de l'UE. En revanche, ils sont tous d'accord sur un point, la vaccination. Nous sommes totalement engagés pour accélérer la troisième dose. Nous sommes également totalement engagés à renforcer le niveau de coordination en ce qui concerne la mobilité à l'intérieur de l'Union européenne et avec les pays tiers. Et le quatrième point important est la solidarité internationale. Concernant les tensions Russie-Ukraine, le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que si les frontières européennes ne sont pas respectées, il faudra en payer les conséquences. La présidente de la Commission européenne évoque, elle, des sanctions. Nous continuons d'appeler la Russie à la désescalade des tensions et à s'abstenir de toute nouvelle agression. Nous aimerions être dans une situation où les relations avec la Russie sont bonnes, mais cela dépend beaucoup des choix faits par Moscou. Donc, qu'il n'y ait aucun doute, si la Russie devait agir contre l'Ukraine, l'Union européenne sera en mesure de prendre des sanctions qui pourraient lui coûter très cher. La crise énergétique, troisième gros sujet sur la table, n'a pas non plus attiré suffisamment de soutien pour aboutir à une position commune. Le débarquement du variant Omicron met à mal le pass sanitaire instauré l'été dernier en Europe et la libre circulation des citoyens européens. Le Portugal, l'Irlande, la Grèce et l'Italie exigent un test de dépistage du Covid-19 pour les voyageurs européens entrant dans le pays, même s'ils sont entièrement vaccinés, et ce, au moins jusqu'à la fin de l'année. La France, elle, a imposé de sévères restrictions de voyage avec le Royaume-Uni, mais elle tente de préserver et l'utilité du pass sanitaire et la libre circulation des Européens. Nous n'envisageons pas de mettre des tests au sein de l'Union européenne parce que nous sommes attachés au bon fonctionnement de notre espace commun et parce qu'à partir du moment où tel ou tel variant est dans un des pays de l'Union européenne, très vite il se diffuse dans les autres. De l'autre côté de la Manche, les Britanniques, qui ne font plus partie de l'Union européenne, n'ont d'autre choix que d'annuler leurs vacances dans les stations de ski françaises et de rester chez eux où les cas de contamination viennent encore de battre un record, avec heureusement un taux de mortalité moins élevé. La campagne de vaccination connaît un nouvel élan. En Allemagne aussi, mais il y aurait un problème de stock de doses de vaccins et de lenteur de la vaccination, comme l'explique le ministre de la Santé. Nous avons besoin d'environ 50 millions de doses de rappel et de 20 millions de doses de premier et second vaccin. Cela signifie que la demande actuelle n'est pas entièrement couverte. Et ce n'est pas le point le plus important. Il faut savoir que si nous attendons ces livraisons programmées pour la campagne de rappel, ce sera tout simplement trop lent. Ce ne sera terminé que fin mars. En cette fin d'année, cette crise sanitaire n'en finit pas de déstabiliser l'Europe. Exemple en Grèce, le gouvernement a modifié les restrictions pour les voyageurs 3 fois au cours des dernières 24 heures et l'Union européenne a du mal à donner une direction commune. Au Japon, l'étage d'un immeuble commercial a pris feu dans le centre d'Osaka. 27 personnes sont mortes. Les chaînes de télévision montraient des dizaines de pompiers à pied d'œuvre à l'intérieur et devant cet immeuble de bureaux. Environ 70 camions de pompiers ont été mobilisés. Les soldats du feu ont pu évacuer une 28e personne qui a été hospitalisée. L'étage ravagé par les flammes accueillait une clinique fournissant notamment des soins psychologiques et généraux selon les médias japonais. La cause du sinistre est encore inconnue et fait l'objet d'une enquête, explique la police d'Osaka, qui a précisé qu'il y avait une possibilité que l'incendie soit criminel étant donné les circonstances sur les lieux. Les incendies criminels sont peu fréquents au Japon, mais il y a en moyenne 40 000 incendies chaque année et environ 1500 morts selon l'agence japonaise des pompiers.
Le pilote danois, Michael Munkner, est de retour à la base après 5h30 de vol au-dessus de la Manche. Il est commandant de l'avion Côte d'Opale dans le cadre de l'opération européenne Frontex. Depuis le naufrage d'un radeau qui a tué 27 demandeurs d'asile le mois dernier, il surveille la zone. Je ne peux pas entrer dans les détails de ce que nous avons vu exactement, mais nous avons pris quelques photos que nous pouvons vous montrer des différents camps que nous surveillons, en particulier à Calais et à Dunkerque. Nous surveillons les camps pour voir ce qu'ils font s'ils se préparent à partir et aussi bien sûr les plages pour voir s'il y a des départs. L'agence Frontex a organisé des vols de surveillance au-dessus de la zone à la demande de la France et la mission est censée durer jusqu'à la fin de l'année. Si les agents ont admis que des discussions sur le renouvellement de leur mandat étaient en cours, certains doutent de l'efficacité des mesures prises pour dissuader les personnes désespérées d'effectuer la traversée de la Manche. Je pense que les gens tenteront la traversée. S'ils sont suffisamment désespérés, ils iront quoi qu'il arrive. J'espère simplement que nous pourrons être là pour aider à éviter les pertes de vies humaines. Elias Ezas est un réfugié afghan. Il est d'accord pour dire que les exilés continueront de chercher à traverser par tous les moyens pour se rendre au Royaume-Uni malgré les obstacles. S'ils avaient une chance de rester dans leur pays d'origine, ils resteraient. Imaginez ça, quelqu'un de votre pays vous prend tout. Que feriez-vous ? Elias a quitté l'Afghanistan il y a 6 ans. Après avoir vu sa demande d'asile rejetée par la Suède, il avait aussi pensé à faire la traversée de la Manche. Une des raisons pour lesquelles les gens traversent et prennent beaucoup de risques, c'est à cause de l'accord de Dublin. Ils se disent, si je vais au Royaume-Uni, il n'y a pas de règlement de Dublin à cause du Brexit. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne et donc il n'y a pas d'empreinte digitale de prise. Au moins, ils peuvent rester là-bas pendant un certain temps et se reconstruire une nouvelle vie. Le règlement de Dublin part du principe que les réfugiés bénéficient du même niveau de protection dans tous les États membres de l'Union européenne et qu'ils doivent demander l'asile dans le pays d'arrivée. Les 27 ont reconnu les limites de ce dispositif et ont promis de créer un nouveau système de gouvernance migratoire. En attendant, le mois dernier, Elias a pu faire une nouvelle demande d'asile, cette fois-ci en France. Mais son histoire n'est pas encore terminée. Il dit que si les autorités françaises rejettent sa demande, il poursuivra son voyage, quelles qu'en soient les conséquences. Quel statut pour les travailleurs exerçant via les plateformes numériques ? Ces coursiers sont un élément essentiel des services de livraison à domicile, mais leur statut est précaire, les plateformes embauchant pour des périodes de courte durée. En Espagne, leur combat pour de meilleures conditions de travail s'est soldé par la mise en place cet été d'une loi obligeant les plateformes à délivrer des contrats de travail. Bruxelles envisage maintenant d'étendre ce principe de salariat aux quelques 4 millions de livreurs européens. Grâce à la nouvelle législation espagnole, des coursiers comme Fernando travaille désormais de manière permanente pour une entreprise de livraison de repas. J'ai un salaire mensuel, je gagne plus, je travaille 40 heures par semaine, j'ai une protection sociale, je suis mieux loti maintenant. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de collègues dont le statut n'a pas encore été revu. Mais 4 mois après, la loi ne tient pas encore toutes ses promesses. La loi dite Cavalière a fait une première victime en Espagne. La société britannique Deliveroo a quitté le pays le mois dernier en raison de l'augmentation de ses coûts opérationnels. D'autres plateformes tentent de s'adapter, mais les nouvelles recrues ne représentent que 10 à 20% des anciens effectifs. Certains livreurs sont désormais employés par d'autres entreprises ou des agences de travail temporaire, tandis que d'autres veulent continuer à travailler en freelance. Cette loi ne fait qu'ouvrir la porte à l'instabilité du travail, aux emplois précaires et aux contrats à temps plein qui n'améliorent pas les conditions ni pour le personnel ni pour les freelances. La plupart des plateformes investissent désormais des millions pour gagner des parts de marché et devenir les principaux acteurs de la livraison à domicile. Beaucoup d'entre elles n'y arriveront pas. Et attendons de voir quelles plateformes seront capables de survivre et de s'imposer après cette période de perturbation.
Pour les plateformes européennes de livraison, l'expérience espagnole n'est pas forcément une réussite. Elles mettent en avant des résultats négatifs pour les coursiers, les restaurants et les clients. Mais le secteur de la livraison à domicile est en plein essor. 4 nouvelles entreprises ont fait leur entrée sur le marché espagnol et elles ont toutes embauché leur personnel.